Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marine Calmet. Comment tu vas, Marine? Ça va très bien, merci. Je suis très très content de discuter avec toi aujourd'hui, de parler d'un sujet que j'ai pas encore abordé au sein du podcast, à savoir le droit, notamment. Donc c'est un sujet un peu complexe. On va prendre le temps de rentrer dedans et de comprendre un peu le droit, mais le droit, pas n'importe quel droit, bien entendu, vu qu'on est chez Demain est durable, le droit de la nature, plus concrètement, pour comprendre ce que c'est, comprendre où est-ce qu'on nous emmène avec ces nouvelles législations, est-ce que ça existe, et où est-ce que ça peut nous emmener, comment est-ce que ça peut nous protéger au global. On va parler de toi aussi, bien entendu, avec ce que tu fais au sein de Wild Legal et plus concrètement au sein de toutes tes actions que tu as au quotidien. Mais avant de démarrer, Marine, je te propose de te présenter. Donc, qui es-tu? Ben, enchantée, je suis avocate de formation, juriste spécialisée sur la reconnaissance des droits de la nature. Je suis également porte-parole d'un collectif citoyen en Guyane française qui s'appelle Hors de question et qui milite contre les industries lourdes minières en Amazonie française. Et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Devenir gardien de la nature et qui raconte aussi comment ensuite j'ai fondé l'association Wild Legal qui est entièrement dédiée à cette reconnaissance des droits du vivant. Nickel. Ben, du coup, on va aller d'abord dans ton parcours, parce que c'est important et ça permettra aussi d'aller parler de ce droit de la nature, justement, dont tu parlais juste avant. Bien entendu, je mettrai le lien de ton livre en description pour que, si ça vous intéresse, on est en ce moment dans les périodes de Noël, au moment où j'enregistre, potentiellement acheter ou l'emprunter dans les différentes bibliothèques. Euh, Comment est-ce que tu arrives en tant que juriste, en tant qu'avocate, à aller sur cette thématique du droit à la nature, droit de l'environnement? Ah bah, en fait, c'était un peu le baptême du feu quand j'ai commencé à travailler, dans le milieu juridique. Moi, je m'étais un peu fait une opinion un peu naïve sur ce que c'était d'être avocate. Je pensais que avec beaucoup de volonté et un bon bagage universitaire, j'allais pouvoir, faire, David contre Goliath. Puis je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, le droit de l'environnement n'était pas du tout ce que je pensais. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, le droit était très souvent en faveur des grandes entreprises, des gros pollueurs, de ceux qui détruisent la planète en fait. Et que le droit était en fait complètement faussé parce qu'il avait été écrit pour remplir des intérêts, des fonctions strictement humaines et puis bien souvent de capitaliser en fait sur la destruction du vivant. Donc, forcément, j'étais un peu déçue. Et je suis partie, après cette déception, travailler en Guyane française. Donc, comme je disais, travailler sur les industries minières, les industries pétrolières. Et c'est en Amérique du Sud que j'ai pu faire connaissance plus précisément avec ce réseau des droits de la nature et à m'investir pleinement dans vraiment une transition juridique du droit de l'environnement pour réintégrer ces droits du vivant et transformer en fait eh bien le paradigme juridique existant, cette relation au droit de la nature qui est complètement faussée actuellement. Bon, juste pour les personnes qui regardent directement sur YouTube, vous voyez, je suis dans le noir parce que j'ai une coupure de courant au sein de Madagascar. Donc, désolé Pas de pour chance, tu devais bien. ce petit changement de lumière et ce petit. Bref, on va continuer. Euh, Justement, donc tu parlais juste avant de cette partie droit de nature et comment est-ce que tu es arrivé à cette partie-là. Euh, Concrètement, sur ce droit-là, déjà, enfin, au début, dans la question d'avant, je t'ai parlé de droit de la nature et droit de l'environnement. Est-ce que déjà c'est la même chose ou pas? Avant que je puisse enchaîner. Ah non, justement, pas du tout. Disons que ce qu'on entend par droit de l'environnement, c'est le droit actuel, un droit assez anthropocentré, c'est-à-dire vraiment centré sur les besoins humains et qui conçoit la nature comme un ensemble de ressources exploitables, de biens, de matériaux, de flux de services écosystémiques, comme on aime bien dire aujourd'hui. Alors que les droits de la nature, c'est vraiment complètement différent. À la fois sur le plan éthique et philosophique, on considère que la nature n'est pas un ensemble d'objets, mais au contraire un ensemble de sujets, une communauté vivante, interagissante, interdépendante, et que l'être humain appartient à la nature et n'est pas le maître et le possesseur de la nature. Et ça sous-entend évidemment que la nature a des droits fondamentaux propres qui sont intrinsèques à son existence et avec lesquels l'être humain doit composer et ne doit pas disposer. Et donc, voilà les fondements complètement différents, en fait, de ces deux disciplines qui sont, en tout cas, j'espère et je veux le croire, complémentaires pour construire, en fait, une nouvelle relation juridique au vivant. Et du coup, tu parlais juste avant, justement, où tu me disais que
le droit avait été inventé pour les entreprises, en quoi, dans tous les cas, le droit a été inventé par l'homme, pour les entreprises, pour pouvoir un peu réguler tout ça, et tout, les tenants les aboutissants de l'homme, donc anthropocentré, bien entendu. Euh, Est-ce qu'on a des pays, des régions où le droit de la nature est plus avancé que d'autres? Oui, alors, il y a une grosse, grosse part, en fait, des décisions, des victoires du mouvement des droits de la nature qui viennent, en fait, d'Amérique du Sud. Essentiellement d'Équateur, puisque l'Équateur était le premier pays, c'est vraiment le pays pionnier en la matière, qui a reconnu en 2008 déjà les droits de la nature dans sa constitution. À l'occasion d'un référendum, les citoyens d'Équateur donc se sont prononcés pour inscrire les droits de la Pachamama, de la terre-mère, Mm. dans l'article 71 de leur constitution, et lui reconnaissent donc désormais des droits fondamentaux et la possibilité pour chaque personne en Équateur d'agir en justice pour représenter la terre-mère et chaque entité qui la compose. Et donc, ça a donné lieu à énormément de jurisprudence très intéressante dans les dernières années. Et ça a inspiré en fait un mouvement vraiment mondial. À partir de 2008, il y a eu une croissance exponentielle. Alors aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'espaces, de collectivités, de réserves aux États-Unis qui reconnaissent des droits à la nature, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, En Afrique, en Ouganda, au Bénin notamment, mais aussi dans d'autres États. En Inde, le mouvement est un peu timide, mais il arrive. Au Bangladesh également, au Pakistan, on a des décisions très intéressantes. Et puis en Europe, l'Espagne est le premier pays à avoir officiellement écrit une loi Ok. pour reconnaître les droits de la Mar Menor, qui est donc le premier écosystème titulaire de droits fondamentaux en Europe et qui a été suivi de près par les îles Loyauté, qui est un territoire français, hein. Donc la France aussi n'est pas en Mhm. reste, sauf sur son territoire métropolitain, je dirais, mais grâce à la ferveur en fait des autorités coutumières des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie, eh bien les tortues et les requins sont désormais des sujets de droit titulaires de droits fondamentaux, du droit d'exister, du droit de prospérer évidemment, sur ce territoire, certes éloigné de nous, mais qui doit nous inspirer. Mais donc, ça veut dire quoi concrètement quand tu dis que une tortue ou un requin a ce droit-là? Euh, Ça veut, enfin, comment l'animal en tant que tel, si on prend cet exemple-là, ou même si on pouvait prendre d'autres exemples, comme tu en discutais avant, l'Espagne, ou je sais qu'il y a également en, en Nouvelle-Zélande, etc. Qui prend le lead, disons, d'aller défendre les droits de ces différentes euh, personnalités, on va dire? Alors en fait, il y a deux écoles, c'est-à-dire soit on considère que tout le monde a la possibilité d'agir, par exemple, comme je le disais en Équateur, ce qu'on appelle l'actio popularis, l'action populaire, c'est-à-dire que chacun, chacune peut saisir la justice lorsqu'il constate une violation des droits de la nature. Ça, c'est une possibilité. Et sinon, il y a la reconnaissance, en fait, dans une loi ou dans un règlement de tuteurs légaux. Comme par Ok. exemple, les parents sont tuteurs de leurs enfants et les représentent devant la justice ou devant l'administration. Eh bien là, on pense la même logique, mais pour des écosystèmes ou des entités naturelles. Et donc, par exemple, dans les îles Loyauté, eh bien, il y a des représentants qu'on appelle les porte-paroles, du coup, des requins et des tortues qui sont désignés euh, Mm. et qui représentent du coup légalement ces entités naturelles pour les défendre. C'est assez simple en fait, c'est des Ok. mécanismes de tutelle assez classiques qu'on peut envisager. Ok. Et donc là, ces tutelles-là, elles sont choisies par qui? C'est quoi? C'est la Alors, juridiction bah, qui quand dit c'est une ouais. loi, bah, en fait, souvent, ça fait état en fait de négociations hein, Ok. avant. Donc là, par exemple, sur les îles Loyauté, eh bien, il y a un partage en fait entre les autorités coutumières, les représentants de l'État, et en fait, il y a vraiment une logique d'inclure en fait plus de représentants de la société civile, plus de citoyens, puisque on se rend compte que l'État, parfois, même peut-être souvent, eh bien, est un peu dans une forme de carence vis-à-vis de la protection de la nature, parce que il est souvent, je dirais, englué dans des considérations économiques et court-termistes, et donc on se rend compte que l'État, bien souvent, est un très mauvais tuteur et garant de la Mm. protection de la nature, parce qu'il est accaparé par d'autres considérations, et donc il est normal de penser en fait comment rééquilibrer cette représentation lorsque l'État manque à ses obligations, qui devrait prendre le relais pour parler dans les intérêts de la nature. Et donc c'est là que il se trouve que c'est très important d'avoir d'autres tuteurs légaux capables de parler au nom et dans les intérêts de ces écosystèmes qui sont sinon privés de représentation finalement dans nos instances de décision. Ouais, non, totalement.
Merci déjà d'avoir récapitulé un peu le tout et de comprendre un peu comment est-ce que c'est choisi et il y a bien entendu une logique derrière, heureusement. Euh, je voulais revenir à ton parcours et aux livres que tu as pu également sortir, parce que c'est complémentaire, bien entendu, avec tout ce sujet-là. Euh, donc, tu as compris, comme tu le disais auparavant, que le droit avait été créé pour, bien entendu, pour l'homme et pour les entreprises, etc. Si je ne me trompe pas, tu es du coup ensuite parti en Guyane pour euh, tu es parti en Guyane et tu as pu notamment aborder et voir de tes propres yeux et notamment comprendre aussi tout ce qui se passe là-bas. Plus concrètement, également sur la partie droit des autochtones, si je ne me trompe pas, avec des juristes locaux. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là, parce que ça permettra aussi de comprendre globalement ce que vous faites, vous, au sein de Wild Legal, et de comprendre plus précisément comment est-ce qu'on peut précisément, disons, défendre la nature en ce moment. Alors, bah, effectivement, dans mon livre, en fait, je voulais raconter tout ce processus qui illustre en fait vraiment le besoin absolu de reconnaître la nature comme des sujets de droit, de considérer en fait, de sortir de cette logique mortifère vis-à-vis du vivant, parce que je suis arrivée là-bas et vraiment ce qui est extrêmement marquant sur un territoire comme celui de la Guyane, c'est à la fois l'extraordinaire biodiversité, ces forêts absolument magnifiques, ces fleuves dont je suis sûre vous en avez déjà vu des reportages, des images de ces immenses fleuves amazoniens sublimes. Et donc cette beauté de la nature qui nous frappe évidemment quand on arrive, mais très vite aussi bah, le constat bah, du scandale en fait qui perdure, de cette ruée vers l'or, de cet Eldorado qui fait rendre fou en fait certains industriels, mais aussi beaucoup d'élus qui ne jurent que par les mines, qui ne jurent que par l'exploitation de la terre. Et effectivement, bah, moi j'y étais en plus pour travailler avec des représentants amérindiens, puisqu'il faut savoir que la France, en fait, s'est engagée à restituer des terres aux peuples autochtones de Guyane, 400 000 Oui. hectares de terres plus précisément, et qu'il leur fallait en fait une juriste pour travailler sur ce sujet-là et accompagner un peu ce processus. Et donc, dans le livre, je voulais raconter justement à la fois montrer ce qui se passe en Guyane, qu'est-ce que c'est les mines d'or, comment ça détruit la planète, quel est l'impact, euh, montrer qu'il y a d'autres droits en fait qui sont possibles. Je voulais montrer aussi qu'est-ce que c'est le droit coutumier amérindien avec mes mots, avec des mots simples, mais aussi parler du coup d'autres possibilités de construire une relation à la terre. Je voulais montrer comment eux se sont organisés, comment ils vivent dans leur village, comment ils ont organisé leurs droits justement pour préserver la terre en tant qu'entité, mais aussi préserver les conditions d'habitabilité de cette terre pour les générations futures. Et donc, montrer en fait l'énorme différence entre comment eux construisent ou ont construit leur société et leurs droits et comment nous avons conçu notre droit et donc notre relation au monde. Et donc le but vraiment c'était de l'illustrer avec des cas Et du très coup, précis. quelle Donc j'ai différence parlé de montagne d'or, plus précise. ouais, quelle différence du coup il Ah y a bah faut lire concrètement le entre livre, ces hein. deux ouais. Bah, en fait, donc, il y a une première différence, elle tient notamment à la propriété privée. La propriété privée, le lien à la terre, c'est-à-dire que la première chose qu'on m'a dit quand j'ai commencé à travailler en Guyane, c'est une chose, une règle de base à respecter, c'est que chez nous, la propriété privée sur la terre n'existe pas. Et ça, c'était un gros choc pour moi, parce que quand on sort des universités françaises, qu'on a fait du droit civil, ben, la propriété privée, je trouve qu'en droit français, c'est le seul droit sacré dans notre constitution qui est par ailleurs laïque. Donc c'est déjà un rapport assez ambigu avec la propriété. Euh, du coup, j'ai découvert les textes, les écrits en fait des leaders autochtones, les plaidoyers vibrants qu'ils avaient fait à l'époque justement pour dénoncer cette relation d'appropriation à la terre qui les avait, eux, privés déjà d'une part de leur territoire au moment de la colonisation, puisque la France est arrivée sur le territoire guyanais et a dit en gros terra nullius, il n'y a personne sur cette terre, elle n'appartient à personne, et donc on a mis la main dessus et on s'en est emparé alors même qu'il existait des dizaines et des dizaines de peuples différents qui vivaient à cet endroit-là et qui sont morts, qui ont été rayés de la carte du fait de la colonisation.
Donc, c'est aussi le côté insidieux du droit et de la propriété. C'est vraiment que c'est un droit malheureusement qui exclut, c'est un droit qui divise. Et eux l'ont très bien compris d'entrée de jeu et ont construit tout leur modèle social autour non pas d'un droit de propriété, mais de droit d'usage, d'usage collectif et d'usage partagé aussi avec les non-humains. Donc, il y a des lieux partagés, notamment les lieux de cueillette pour les plantes médicinales, pour la chasse, etc. Il y a des lieux qui sont collectifs, des outils collectifs aussi, puisque il y a vraiment cette idée de faire corps social. Et donc, c'est vraiment un système basé sur l'entraide. D'ailleurs, jusqu'à encore très récemment, il n'y avait même pas d'argent en Guyane française. C'est-à-dire que tout reposait sur l'entraide. Et ça m'a fait quand même un gros choc. Parce que quand on compare avec nos sociétés ultra inégalitaires, ultra capitalistes, ultra productivistes, consuméristes, et je passerai tous les istes, toute la longue liste des istes malheureusement qui façonnent un peu notre société, c'est très très choquant comme différence en fait. Et en même temps, ça m'a donné beaucoup d'espoir, bizarrement, parce que je me suis dit, mais alors, si eux l'ont fait, du coup, ça veut dire que c'est possible. Et ça veut dire que nous, on pourrait aussi peut-être en apprendre énormément de choses, voir ce qui pourrait nous servir pour changer radicalement notre trajectoire de société, faire en sorte de sortir de l'impasse dans laquelle on est maintenant, faire des propositions juridiques, politiques, voilà. Et donc c'est vraiment ce travail, euh, mais à travers aussi du vécu, du concret que j'ai voulu amener dans mon livre, parce que j'aurais pu faire un essai sur la relation entre l'homme et la nature. Ça aurait été super barbant, je pense. Et donc j'ai préféré raconter une histoire. C'est un peu comme un roman, un peu comme une biographie et aussi comme un roman parce que je raconte nos luttes contre le projet Montagne d'Or. Je raconte comment on s'est mobilisé contre Total. Qu'est-ce qui se passait vraiment en fait dans les coulisses des ministères, dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Je raconte aussi comment on a essayé de faire bouger les choses avec la Convention citoyenne pour les climats et comment les citoyens peuvent s'emparer de ces sujets-là. Et puis ça se finit un peu, ce livre comme un manifeste aussi, un appel à devenir gardien et gardienne de la nature, parce que je pense qu'il y a des mécanismes en nous qui nous permettent justement de retisser ces liens d'empathie avec le vivant et vraiment de s'engager concrètement, pas uniquement en tant que juriste, mais en tant que citoyenne et citoyen, d'agir et d'être une solution aussi pour débloquer en fait ces problèmes de société, proposer des solutions créatives, constructives. OK. Et bon, je vais peut-être te piquer tes questions enfin tes réponses à la fin sur les actions et sur autres, mais sur cette partie justement gardien de la nature, quels sont pour toi les conseils pour justement, aller, plus loin sur ce sujet-là? Déjà, parce que tu peux redéfinir ce que c'est, parce que bien entendu, tu as ta propre, définition aussi du sujet, même si on imagine ce que ça veut dire avec ces mots assez simples. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait pour aller, au niveau citoyen, au niveau, autres entreprises et cetera, se retrouver à être davantage, liés et protecteurs de cette nature-là? Alors, moi, j'ai utilisé ce terme de gardienne et gardien parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé en Amérique du Sud, justement, les guardianes. Sur le fleuve Atrato, par exemple, le fleuve Atrato en Colombie, il y a des gardiens, des gardiennes qui le représentent, qui le défendent. Et voilà, c'est vraiment un sujet phare pour moi, ce concept qui est à la fois politique et poétique, parce que ça renvoie finalement à notre rôle. Et pour moi, gardien et gardienne, c'est en fait cette capacité d'être plus que soi, de représenter justement les non-humains et de prendre sur soi la responsabilité en fait de se décentrer et d'être en capacité de ressentir de l'empathie pour les autres, une empathie qui du coup nous conduit forcément à exercer une certaine forme de responsabilité, être capable de se mettre à la place en fait d'une forêt, d'une rivière, d'un massif, être capable de comprendre en fait ce dont un animal, un oiseau, un poisson a besoin pour vivre, comme on le ferait pour une autre personne qui aurait peut-être pas d'écailles, pas de plumes et pas de nageoires, mais par ailleurs être capable justement d'être un peu plus que soi. Et ça, je trouve ça très important dans notre société qui est beaucoup centrée finalement sur l'individu. On est un peu une société narcissique malheureusement et c'est pas dû au fait que on est profondément mauvais, mais tout simplement parce que c'est ce à quoi nous conduit finalement notre éducation, le monde dans lequel on est plongé. Et donc, c'est un peu un statut aussi de contestation parce que le gardien, la gardienne de la nature, ben, souvent, il va devoir se dresser contre des lois injustes, il va devoir contester et remettre en question le modèle tel qu'il est
actuellement. Et c'est aussi une sorte de bouclier vis-à-vis justement de ceux qui veulent détruire la nature, de ces forces en mouvement qui, euh, qui broient le monde aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment cette idée qu'il faut à la fois proposer, créer, etc., mais aussi garder, protéger, faire en sorte que les choses ne s'abîment pas, ces choses si précieuses qui nous entourent, et donc être aussi dans ce lien voilà, de soin avec les autres. C'est très complexe en fait. Ok. Non, mais il y a plein de choses que je mets derrière et que j'essaye de raconter aussi à travers des portraits dans mon livre de gardiens et de gardiennes que j'ai croisés, qui m'ont... Il y en a partout, en fait. Ces gens-là, ils sont partout. Alors, peut-être qu'ils se reconnaîtront pas forcément sous le terme de gardien et de gardienne. J'ai des conversations avec des gens qui me disent, moi, je me sens plutôt sentinelle, moi, je me sens plutôt ambassadrice du vivant, moi, je me sens plutôt diplomate, etc. Donc, en fait, on s'appelle comme on veut. Moi, j'ai décidé que pour moi, ce serait gardien et gardienne. Mais je trouve que c'est particulièrement beau justement de se poser la question comment moi je me situe vis-à-vis du vivant, quel rôle je veux endosser et comment j'appellerais ça, comment je m'appellerais finalement, quelle serait cette mission que j'endosse vis-à-vis du vivant. Très bien. Mais tu as raison, c'est important de mettre déjà des mots sur ce qu'on ressent, d'une part, et de pouvoir aussi se sentir lié à la nature, ce qui est peu le cas malheureusement de nos sociétés occidentales, plus concrètement. Et en effet, comme tu dis, en Amérique du Sud, il y a davantage cette connexion euh, maternelle, on va dire, et historique sur ces sujets de la terre, Pachamama, etc. Euh, Comment est-ce que tu imagines du coup cette transition? Parce qu'en effet, tu as le droit autochtone dont on parlait, tu as ce que tu as pu voir en Guyane sur, en effet, les différences entre différentes cultures, entre la manière dont on approche la nature là-bas et on l'approche aussi en Occident. Comment est-ce que tu imagines, comment est-ce que d'une part, toi, t'imagines le futur de ce sujet-là en France, en concentrant déjà sur la France aussi, et concrètement, quelles sont les actions? Bon, du coup, c'est Wild Legal concrètement, mais euh, comment est-ce qu'on peut s'inspirer sans, disons, dénaturer notre culture? Parce qu'on a notre culture, on va pas la changer, même si on aimerait, même si naturellement, je préférerais aussi qu'on soit plus proche de la nature en France. Mais comment est-ce qu'on fait du coup pour aller chercher et impacter massivement dans l'Hexagone? Ok, ça fait plein de questions. Si j'en Ouais, oublie, il va falloir me les reposer. Alors, déjà, un peu historiquement, en rentrant de Guyane, j'étais assez fatiguée, en fait, parce que je m'étais beaucoup battue. Et les luttes contre des projets miniers et pétroliers, je vous fais pas dans le détail, mais c'est assez violent quand même, parce que c'est beaucoup d'énergie. On doit être constamment vigilant, constamment mobilisé, à gauche, à droite. Quand on est sur un territoire comme la Guyane, je vous laisse imaginer les, les, les trajets que ça représente, le déplacement, le fait, voilà, d'être aussi un peu à la route, hein, toujours avec son hamac sur soi pour, pour être mobile et constamment sur le qui-vive. Et donc quand je suis rentrée vraiment retournée en métropole, j'avais envie d'être un peu aussi dans quelque chose de plus apaisé, de travailler à enseigner ce que j'avais appris. Et donc, j'avais rencontré et revu tout un tas de juristes extraordinaires. On s'est mis autour de la table et on s'est dit, et si on créait une association dédiée justement à être une école pour les droits de la nature et en même temps un incubateur. Et donc, c'est ça qui est à l'origine, cette idée, cette volonté qui est à l'origine de la création de Wild Legal, qui est vraiment une association à la fois pour enseigner ce mouvement des droits de la nature. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation, on fait une soixantaine de conférences par an sur ces sujets-là. On donne tout ce savoir, en fait, on le diffuse le plus massivement possible pour dire, voyez, c'est en train de se passer partout dans le monde. Il faut qu'on prenne le train en marche. Il faut que nous aussi, en France, on soit moteur sur ces sujets-là. Et pour pouvoir être moteur, et comme on est des juristes, on fait pas que enseigner, on fait aussi des propositions, on fait beaucoup de lobbying, on crée des propositions juridiques pour en fait faire avancer ces droits de la nature. Désolée, il y a un petit bruit. Et donc du coup, voilà, les Wild Legal, c'est parti vraiment de là, avec cette idée de travailler avec les gens, à la fois le grand public et plein de secteurs professionnels différents, et en même temps faire des propositions très concrètes pour justement adapter ces droits de la nature au territoire français. J'en viens, je crois, à ta deuxième question, qui était comment on fait pour à la fois
faire du droit de la nature tout en étant sur un territoire comme la France. Parce que Exactement, t'as très bonne mémoire. Je, je- on travaille en fait aujourd'hui avec une dizaine de sites pilotes en France, en Savoie, en Corse, sur la Garonne, sur la Seine, la Bièvre, plein de territoires comme l'Île-de-France et ailleurs. Et, euh, et l'idée est justement de pouvoir adapter les droits de la nature, non pas uniquement à la France, mais en fait à chaque territoire français. Parce que en fait la France, ça veut quasiment rien dire si on Ouais. demande à un Corse et à un Guyanais de se mettre côte à côte. Bah, ils seront peut-être tous les deux français, mais en fait, leur réalité de vie, leur milieu, le milieu qui les entoure, leurs fleuves et leurs montagnes, leurs forêts, elles n'ont rien à voir. Et donc, finalement, c'est un peu aussi l'absurde du droit de l'environnement, c'est on essaye un peu toujours de calquer un modèle ultra uniformisé au niveau européen sur l'ensemble du territoire, alors qu'on se rend bien compte que ce qu'il faut, c'est penser un droit biomimétique, mais pas biomimétique, vraiment biomimétique. Et même socialement biomimétique dans le sens où il faut que ce droit il soit aussi le reflet des gens qui habitent sur ces territoires. Et donc, le contexte social de la Savoie bah, n'est pas le même contexte social que les territoires d'Île-de-France. On n'a pas le même lien à la nature quand on est né dans le massif des Bauges que quand on est né à Paris. Et donc, pour nous, c'est très important justement de pouvoir concevoir ce droit en partant à la fois bah, des meilleures connaissances écologiques, des connaissances du milieu. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des acteurs de territoire comme les réserves naturelles, les parcs, des élus locaux, des associations de protection de l'environnement. Et puis, qu'on repart donc du coup vraiment d'une analyse complète du territoire, du milieu et des stratégies politiques existantes, des besoins sociaux, etc., pour adapter complètement notre outil droit de la nature à ces territoires de sites pilotes. Ok, mais du coup, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que du coup, tu comprends, en effet, tu t'adaptes en fonction des différents territoires, c'est ultra pertinent, mais euh, c'est-à-dire que tu as différents droits en fonction des lieux et des fleuves que tu vas protéger ou autres, c'est ça en fait? Et qui reviennent ensuite dans le droit français au global? Enfin, comment ça se passe en fait, Ah la spécificité, En fait, le lien? euh, bah, par exemple, quand on s'attaque à la question de savoir quels sont les droits d'un fleuve qui sont pollués par le mercure, comme en Guyane Hmm. française, on va l'aborder sous un angle. Le droit de ce fleuve, justement, à ne pas subir de prédation, de ne pas subir de destruction de ses berges, de maintenir sa biodiversité indigène, etc. Quand vous allez aborder, par contre, la question, par exemple, d'un glacier ou d'un massif montagnard, comme en Savoie, avec tout l'impact du dérèglement climatique sur l'abondance en eau, sur la protection des alpages, etc., bah, c'est pas du tout les mêmes questions. Et donc forcément, bah, les droits qui en découlent et dont a besoin la nature localement sont très différents. C'est comme si vous disiez, bah, voilà, on aborde la question des droits des enfants, les droits des femmes, les droits des êtres humains. Je dirais, il y a un présupposé, les droits fondamentaux de tous, le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à un environnement sain. Ça, c'est un peu les grands principes de base qu'on Hmm. pourrait appliquer aussi bien aux humains qu'à chaque entité naturelle, puisque chaque entité naturelle a le droit d'exister, chaque entité naturelle a le droit d'être préservée et d'avoir elle aussi un accès à la santé et à un environnement sain. Et puis après, il y a des droits particuliers, comme par exemple, vous avez des droits particuliers quand vous êtes un enfant, parce que vous êtes plus vulnérable et que donc vous avez besoin d'une protection renforcée en matière d'accès à l'éducation, etc. Et bien, pour la nature, on peut imaginer exactement la même chose. Des droits propres à une forêt, parce qu'une forêt n'a pas les mêmes besoins qu'un fleuve ou une montagne. Et donc, du coup, nous, on travaille vraiment à essayer de privilégier une réflexion locale, ultra-territoriale, pour développer des outils vraiment adaptés au contexte et aux besoins de ce territoire. Ok, mais du coup, ça veut dire, parce que moi je creuse un peu pour essayer C'est de, toujours pas de clair. clarifier. Non, si, si, t'es très clair, Marine. Non, juste c'est moi qui suis un peu plus novice sur le droit. Euh, sur cette partie-là, donc en effet, tu prends les différentes spécificités. Tu vas aller, comme tu dis, tu disais juste avant, au tout début, que la nature et en tout cas prenons par exemple un fleuve, ok, a le droit à une certaine protection, à un certain droit de vivre, etc. Ça, c'est même sans le droit de la nature. Enfin, disons quand on prend le droit, je Non, dis français, mais à mon avis, aujourd'hui, il y a le droit de différentes, voilà. l'environnement. Ouais.
Et oui, Ouais, non, le pardon. droit de l'environnement actuel ne reconnaît aucun droit à la nature. Ok. Il reconnaît des formes d'obligation des êtres humains vis-à-vis de la nature. Par exemple, évidemment, si vous polluez un fleuve, une rivière, un cours d'eau, une nappe phréatique, eh ben, vous risquez des condamnations, même au pénal, hein, parce que aujourd'hui, les pollutions sont des actions interdites euh, par le droit français. Mais on considère en fait ça uniquement sous le prisme humain, les obligations des êtres humains. Et malheureusement, c'est un système bancal parce qu'en fait, on reconnaît que les humains ont des obligations, mais on ne reconnaît pas que ces obligations découlent en fait tout simplement du fait que la nature a des droits. Que c'est parce que justement cette nature a des droits que nous avons des obligations envers elle. Et donc en fait, il y a dans notre droit français, moi je trouve vraiment une espèce de déni, de déni juridique qui fait découler un peu finalement de grandes considérations, mais qui sont pas fondées holistiquement parlant. C'est-à-dire, on ne considère pas la nature comme un sujet, on ne considère pas que la nature a des droits, et pour autant, on construit des entraves, on construit des limitations dans les actions que peuvent avoir la nature, les humains vis-à-vis de la nature. Et souvent, bah, ces entraves, elles sont très liées à la protection des intérêts d'autres humains. Par exemple, évidemment, si on vous empêche de polluer des cours d'eau ou des nappes phréatiques, bah, c'est parce que ça met en danger la ressource en eau Hmm. des êtres humains. Et donc, en fait, encore une fois, c'est des concepts très anthropocentriques. Or, on pourrait aussi réussir à le décentrer en disant, mais si on protège, si on condamne aussi les pollutions, c'est tout simplement parce que la rivière ou la nappe a des droits fondamentaux, elle aussi, que protéger les droits fondamentaux de cet écosystème, eh bien, ça permet aussi de protéger les droits humains. Et c'est même la condition sine qua non de la protection des droits humains, comme on s'en rend compte aujourd'hui avec le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. C'est qu'il n'y aura pas demain de protection des droits humains sans protection des droits fondamentaux de la nature. Et donc, nous, notre rôle, en fait, c'est de désaxer justement ces mécanismes actuels pour les refonder sur une logique qui est celle, en fait, d'une coexistence pacifique avec les éléments de la nature et d'une reconnaissance de leur individualité, de leur singularité, de leur droit à l'existence, à la vie et à la santé, tout comme on le fait pour les autres humains. Et en fait, c'est une idée qui n'est pas du tout nouvelle, hein, parce que les premiers à l'avoir théorisée, c'est Christopher Stone dans les années 70, en 1972 très exactement, qui a écrit un livre qui s'appelle Les arbres doivent-ils pouvoir plaider? Dans une affaire qui opposait, en fait, ça c'était un contexte très particulier parce il est professeur de droit, lui, et il commentait, en fait, dans un article universitaire, un grand procès qui était en cours à l'époque, qui opposait Walt Disney, que vous connaissez tous, à l'association, pardon, Sierra Club, qui est une association de protection de l'environnement. Et il se trouve que Walt Disney voulait construire un parc de divertissement au milieu d'une vallée où vivent des séquoias géants. Et pour ça, évidemment, raser ces séquoias. Et donc l'association environnementale avait dit mais c'est monstrueux quoi, on peut pas faire ça et ils avaient agi en justice pour demander l'abandon du projet. Et les juges avaient été très stricts dans leur lecture en fait de l'intérêt à agir, c'est-à-dire la possibilité pour cette association d'aller en justice pour défendre ces arbres et avaient dit mais écoutez vous n'êtes pas propriétaire de ces arbres, vous n'avez donc aucun intérêt propre en fait à les défendre. Et donc ils avaient rejeté la demande de l'association Sierra Club justement sur ce fondement. Et Christopher Stone s'était saisi de la question et avait dit mais si finalement les associations de protection de l'environnement, donc les humains ne peuvent pas protéger la nature, dans ce cas, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider pour se défendre eux-mêmes face aux industries, face aux grandes sociétés, etc., et face à leur propre destruction? Et, euh, et c'est comme ça qu'il avait théorisé en fait le fait qu'il était absolument indispensable dans notre société désormais de reconnaître des droits fondamentaux propres à la nature et de mettre en place des systèmes de tutelle justement dans lesquels les êtres humains pourraient toujours défendre les droits fondamentaux de la nature lorsque ces droits seraient violés. Ok. Et donc déjà merci pour comprendre déjà d'où ça venait en effet ce droit à la nature et je mettrai aussi le lien de ce livre-là même si à mon avis il a 30 ans maintenant mais il doit être d'autant d'actualité maintenant que au vu de la situation Bah, qu'on a en en ce plus, moment. Ouais. et en plus, oui, j'en ai fait la préface, Ok. justement pour remettre un petit peu ce livre dans son contexte. Donc, il a été republié aux éditions du Passager clandestin. Et donc,
Il y a aussi une postface par Catherine Larère, qui est une éminente philosophe, qui travaille aussi sur cette question de la relation à la nature. Et donc, je vous invite vraiment à le lire parce que même s'il a déjà pas mal d'années, c'est vrai, 50 ans, eh ben, il reste d'une actualité incroyable. Il aborde déjà dans les années 70 le lien entre droit de la nature et dérèglement climatique et effondrement de la biodiversité. C'est vraiment impressionnant. Il faut dire qu'il a été publié la même année que le rapport Meadows, hein. Donc il faut pas oublier que dans ces années-là, on savait en fait déjà ce qui allait arriver. Et donc c'est assez impressionnant de lire ces livres avec le recul qu'on a aujourd'hui, de se dire waouh, il y avait quand même beaucoup de propositions qu'on avait déjà fait à l'époque. Qu'est-ce qu'on attend encore pour les appliquer? C'est bien vrai. Déjà, merci. Donc, je mettrai bien entendu le lien. Si je reviens à ce que tu disais juste avant euh, sur le droit, donc le droit de la nature plus concrètement. Donc, si on reprend l'histoire du fleuve, où du coup vous prenez les différentes spécificités, vous allez chercher ces spécificités-là pour pouvoir trouver des manières de, enfin, disons, de les défendre. Comment justement, enfin, est-ce que du coup, l'objectif, c'est du coup de pouvoir montrer, comme tu disais, l'unité, enfin l'unicité, de c'est la personnalité, disons, unique de ce fleuve-là à la justice pour qu'on se retrouve à ne pas euh, pouvoir la polluer, pouvoir, disons, prédictif plutôt qu'en curatif, comme on peut le faire avec quand on va polluer in fine, qui est déjà du coup dans la loi. C'est ça un peu l'objectif. Je sais pas si ma question est très claire. Si, si. Alors en fait, l'objectif, il est multiple. Ce mouvement des droits de la nature est parce que il aborde en fait énormément de questions différentes. C'est vraiment une trousse à outils incroyable pour justement résoudre ces problèmes que nous rencontrons actuellement avec la crise écologique. D'une part, il y a la question éthique. Cette question éthique, elle est vraiment au cœur du mouvement des droits de la nature, c'est quelle relation nous avons avec le vivant. Est-ce que cette relation d'objectivation, elle est juste? Est-ce que cette relation de domination est juste? Dans l'article de Christopher Stone en 1972, en fait, il fait un zoom arrière sur l'histoire des droits de la nature, en plutôt ce qu'il présage être l'histoire des droits de la nature, en disant, mais rappelez-vous que dans l'histoire de l'humanité, une grande partie de l'humanité était en fait considérée comme des objets. Les esclaves étaient des objets, la propriété de leur maître, ils étaient vendus, exploités, euh, et malheureusement, ça a été une très large part de l'histoire de l'humanité. Et donc le statut de personne avait même été confisqué, je dirais, à une grande part de l'humanité, et cela pendant très longtemps. Et donc Christopher Stone revient aussi sur l'histoire des droits des femmes. Les femmes étaient considérées pendant la quasi-totalité de l'existence de notre société comme des êtres inférieurs, privés des droits fondamentaux les plus essentiels, comme les droits politiques, c'est-à-dire le droit de vote, le droit d'être élu, mais aussi le droit de disposer d'un patrimoine, le droit de disposer de son corps, le droit de disposer, tout simplement de son futur, de son avenir, de sa volonté, ses choix économiques. Et donc, en fait, Christopher Stone nous alerte sur le fait que maintenir cette situation, certes confortable, de domination par le droit, n'est pas juste, n'est pas équitable, n'est pas éthique et n'est plus supportable sur le plan de société. Puisqu'aujourd'hui, plus personne, alors je dirais plus personne de en tout cas j'espère, de normalement constitué avec voilà un petit peu de sérieux, n'oserait dire bah, en fait on va revenir sur l'esclavage. Plus personne aujourd'hui, j'espère, n'oserait dire on va retirer le droit de vote des femmes. En fait, ça ne fait pas de sens dans notre société. Et encore que c'est pas vrai dans tous les États, ce que je dis, malheureusement. Mais il y a des acquis comme ça, il y a des cliquets qu'on passe dans les sociétés qui doivent normalement nous prémunir justement de retour en arrière. Et puis surtout, en fait, quand on acquiert un certain degré d'éthique vis-à-vis d'autres sujets, et quand notre société, du coup, se réforme structurellement de cette manière-là, eh bien, on acquiert un tout autre regard sur les autres. Et donc, il y a vraiment cette question éthique et philosophique qui est extrêmement puissante dans le mouvement des droits de la nature parce qu'il nous force à considérer actuellement notre regard sur la nature comme un regard d'esclavagiste, comme un regard de dominant sur le vivant et une relation qui finalement est insupportable aux autres parce qu'elle est profondément injuste. Et quand je parle des autres, je parle des autres non-humains qui subissent du coup cette domination. Donc
il y a vraiment ce questionnement profond sur la société qui est un outil très puissant dans les droits de la nature parce que c'est un outil profondément sociétal et culturel. Et cet outil culturel, il est indissociable de la question juridique parce que pour faire évoluer le droit, il faut qu'il y ait finalement un assentiment, un consentement de la société, puisque malheureusement, ouais, on ne changera jamais ces choses-là, le droit reste écrit par les hommes. Euh, et on n'arrivera jamais à faire signer des poissons et à intervenir des arbres ou des rivières dans nos parlements. J'espère qu'on arrivera un jour, si on arrive à trouver de nouvelles formes de communication avec les animaux. C'est pas totalement impossible, mais pour le moment, ça reste de l'ordre de la fiction. Et donc, eh bien, refonder une société juste avec des entités qui peuvent pas s'exprimer en leur nom, comme peuvent le faire les femmes, comme peuvent le faire bien d'autres personnes, notamment les personnes noires, ensuite qui ont été finalement libérées de cette condition d'esclaves, qui aujourd'hui, et parce qu'on a reconnu le principe d'égalité entre les hommes, fait qu'ils ont les mêmes droits que les autres. Eh bien, ça c'est toute une refonte structurelle en fait de notre société, qui passe d'une société esclavagiste à une remise en question d'une société patriarcale et aussi aujourd'hui du coup une remise en question d'une société spéciste parce qu'elle considère que finalement l'espèce humaine est la seule qui prévaut sur les autres. Et donc on élargit, et j'aime bien le voir sous cet angle-là, on élargit progressivement les frontières en fait de notre société pour y inclure d'autres entités qui aujourd'hui sautent la barrière des espèces. Et donc, c'est en ça que cette réflexion, elle est vraiment structurante. C'est que en faisant cet effet déclic aussi dans la tête des gens, eh bien, on peut faire en sorte de refonder notre société sur des bases plus justes et surtout des vraies bases pour répondre à la crise écologique actuelle. Parce que moi, je suis persuadée, on ne pourra pas sortir de cette emprise en fait extractiviste, de cette emprise capitalistique, si justement on ne pose pas ces questions-là sur la table, si on ne questionne pas cette société qui viole tous les jours, malheureusement, les droits des autres entités naturelles qui habitent cette planète avec nous. Et du coup, je suis totalement en phase avec toi sur justement élargir, disons, le champ de ce qui est autorisé, enfin ce qui a le droit d'avoir du droit et plus globalement. Si je reviens juste sur le fleuve dont on parlait juste au début, enfin, moi, je me concentre sur le fleuve, ça pourrait être un arbre ou autre chose. Euh, donc ça veut dire que quand tu veux, par exemple, protéger un fleuve en particulier, enfin, disons que tu peux avoir, comme c'est le cas en Espagne, comme c'est le cas en Nouvelle-Zélande et autres, avoir un lieu qui va avoir ce droit plus que d'autres lieux, enfin disons qu'il va avoir entre guillemets le droit de la nature, de droit de cet endroit-là, qui va aller du coup au même niveau que l'être humain. C'est un peu ça en gros l'objectif, c'est de choisir peut-être des endroits, bien sûr, comme tu disais avant, en analysant les spécificités, etc., pour les remettre au même niveau, ou c'est trouver les parades pour pouvoir mieux les défendre et mieux les protéger. En fait, ou c'est peut-être les deux. En fait, ni l'un ni l'autre. Ok. En fait, non. Moi, je crois que effectivement, il y a des territoires qui choisissent de reconnaître des droits propres à certains écosystèmes plutôt qu'à d'autres. C'est Mm. lié en fait à un rapport particulier entre les humains et le milieu dans lequel ils habitent. Sur le fleuve Wanganui, c'est parce que les peuples maoris ont une relation tirée de leur société animiste. En Nouvelle-Calédonie, c'est parce que les tortues et les requins ont obtenu cette reconnaissance des droits. C'est parce que les gens qui habitent ces îles sont totémistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent les requins et les tortues comme leurs frères, comme leurs parents proches. Dans certains territoires, voilà, c'est cette reconnaissance des droits en fait prend localement et sur des aires précises parce qu'il y a une relation d'empathie plus forte, une relation d'identification à des milieux qui est plus forte. Je pense que c'est évidemment essentiel de reconnaître ces statuts particuliers, mais je pense que ce n'est pas le but ultime de la démarche. Je crois que vraiment l'école équatorienne, c'est-à-dire avec cette reconnaissance de l'ensemble des droits de l'ensemble des entités naturelles, c'est-à-dire de la terre-mère en tant que communauté de vie et les droits propres de chaque entité qui compose cette terre-mère, ça c'est vraiment je dirais, le seul raisonnement juridique qui fait sens à mes yeux.
Je m'explique, c'est parce que sinon, on laisse aux êtres humains finalement le choix de dire qui a des droits et qui n'en a pas. Et d'une part, sur le plan éthique, ça tient pas la route. Parce que finalement, du coup, ça reste anthropocentré. Ça reste un choix finalement qui repose dans la main de l'être humain. Et donc, il est encore une fois maître et possesseur. Enfin, il exprime finalement sa maîtrise, encore une fois, de l'avenir des autres entités à travers ce choix et cette sélection qui lui est propre. Et juridiquement, en plus, c'est extrêmement énergivore. Parce que ça veut dire, à chaque fois, il faut faire une Oui. loi, un règlement, euh, un texte approprié pour chaque écosystème. Bon, en toute logique, il conviendrait de trouver plutôt une protection globale, en fait. Et en plus, je dirais, j'aurais même tendance à dire, en fait, en France, typiquement, on le fait déjà. Parce que, en fait, on a tout un tas d'écosystèmes avec des droits, enfin, plutôt, en fait, des statuts de protection différents. Par exemple, un parc n'a pas le même statut de protection qu'une réserve naturelle. N'a pas non plus le même statut de protection qu'une zone Natura 2000 ou qu'une zone d'intérêt faunistique et floristique. Il y a tout un tas d'acronymes comme ça qu'on a élaboré pour différencier des statuts plus ou moins protecteurs de la nature. Et en fait, on le voit, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'à chaque fois que ça ne nous arrange pas, eh bien, on revient sur ces statuts de protection, on demande des dérogations, les industriels continuent à s'implanter sur ces territoires. Et en fait, tant qu'on ne pensera pas globalement une protection de l'ensemble des milieux, quels qu'ils soient, pour concevoir nos activités en ce qu'elles sont compatibles avec les limites biologiques de nos écosystèmes, c'est-à-dire que nos activités n'entravent pas la possibilité pour les autres, les non-humains, pour le milieu dans son ensemble, de se régénérer, d'être en bonne santé, de fonctionner, eh bien, on n'aura pas trouvé une solution qui est à la fois pérenne, qui est à la fois logique d'un point de vue éthique, et puis qui est, je dirais, une vraie base sociétale, c'est-à-dire que chaque en fait activité humaine doit être compatible avec le milieu dans lequel elle s'insère et ne pas penser, comme ce qu'on fait aujourd'hui malheureusement, une protection en confetti, c'est-à-dire on saupoudre sur le territoire français des aires protégées maritimes, des espaces naturels boisés, des parcs ici, des réserves là, qui en fait, en termes de protection de la logique écosystémique de notre territoire, n'aboutit pas à des résultats satisfaisants. Parce que la continuité écologique n'est pas préservée, parce que finalement on a une relation patrimoniale, encore une fois, à ces territoires. On choisit qui on protège, on exclut finalement les autres de cette protection, et c'est non seulement injuste, mais en plus inefficace. Tu, donc du coup, pour aller chercher ce droit à la nature globale, en effet, qu'il y aurait davantage d'efficacité que, que ce qui peut être le cas actuellement, comme tu dis, d'aller choisir euh, un parc, une zone de biodiversité assez forte, etc. Et en fait, on se retrouve aussi à moins faire d'efforts sur le reste et à trop concentrer peut-être, enfin, entre guillemets, trop concentrer nos efforts, enfin, ne pas du coup concentrer nos efforts. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour aller justement en Occident, en France particulièrement, d'aller chercher cette ce parapluie, disons, enfin, sinon ce chapeau qui permettrait d'aller englober le tout. Alors, on le voit aujourd'hui, la protection telle qu'elle est pensée, donc heureusement parce que ça pourrait donner l'impression que je dénonce le système des espaces protégés. C'est pas le cas Non, non, parce du que tout, du tout, ouais. Ouais. dans le système actuel, heureusement qu'ils sont là, évidemment. Mais effectivement, sur le long terme, je pense qu'il va falloir penser en fait une sortie en fait de ces confettis d'espace naturel et penser vraiment une stratégie globale. Donc il faut avoir une vision sur le temps long. Il y a évidemment renforcer la protection sur les milieux sensibles existants, donc faire en sorte que justement on puisse plus avoir des activités minières dans des parcs naturels, qu'on puisse enfin justement laisser des espaces de vie aux autres entités naturelles qui ont besoin de ces espaces pour exprimer leurs besoins fondamentaux. Et puis ensuite, il y a vraiment une logique à plus large échelle. C'est ce qu'on fait par exemple dans les documents français de planification, par exemple sur les SDAGE, un acronyme très moche pour en dire schéma d'aménagement et de gestion des eaux, en fait c'est les documents de planification pour la bonne santé écologique de nos milieux aquatiques.
En ce moment, par exemple, il y a des débats et jusqu'à mars 2024, il y aura des débats sur la mer, donc le littoral et les activités humaines sur le littoral français. Donc on planifie, en fait, on gère, on essaie d'équilibrer en fait les activités humaines sur le littoral en fonction de la capacité aussi de résilience de ce milieu. Malheureusement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que bien beaucoup de nos activités sont parfaitement incompatibles avec la protection de la biodiversité. Encore une fois, souvent parce qu'on fait passer des intérêts économiques court-termistes avant la résilience du milieu en lui-même et donc une vision de long terme de la préservation de nos milieux de vie. Et donc, c'est par là que ça va passer. Ça va passer par des documents de planification, probablement justement à long terme, pour faire en sorte que les activités qui sont profondément incompatibles avec les droits fondamentaux de la nature et ses besoins, ses expressions naturelles, eh bien, prennent un terme, c'est-à-dire s'arrêtent, qu'on les bannisse en fait de notre territoire pour arrêter ces destructions massives. Donc ça concerne les industries les plus lourdes, hein, évidemment, celles qui sont parfaitement incompatibles avec les droits du vivant. Et puis une régression des impacts pour aller vers une société de sobriété, une société de bien-être pour les humains et les non-humains. Et donc là, il faut penser en fait évidemment réduction au maximum de nos impacts, concentration sur les besoins essentiels des êtres humains et les besoins essentiels de la nature. Et donc pour ça, il faut passer évidemment par la planification parce que malheureusement, on se rend compte un des gros problèmes du droit de l'environnement actuel, c'est que bien souvent on regarde les projets, projet par projet, et sans malheureusement avoir la possibilité de constater les impacts cumulés. Par exemple, je prends l'exemple de la forêt amazonienne en Guyane et de l'impact des mines. Eh bien, on constate tout simplement que eh bien, une mine, ça pourrait avoir l'air pas si grave à l'échelle d'un territoire de millions d'hectares de forêt. Mais en fait, mis bout à bout, une mine, plus une mine, plus une mine, et encore une gigamine, eh bien, ça noyote complètement l'écosystème forestier, que ça met à mal la biodiversité et que ça rend impossible, en fait, structurellement, la poursuite des mécanismes vitaux de ce milieu naturel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut penser à une logique de planification sur le long terme. Et effectivement aussi, comme par exemple en Équateur, ça a été le cas, penser à inscrire ces droits fondamentaux de la nature dans nos textes constitutionnels. Par exemple, dans la Charte de l'environnement, adossée à la Constitution française, pour réaffirmer que la République française est une république qui respecte les droits humains et qui respecte et protège les droits de la nature aussi. Du coup, quel impact quand tu reviens du coup sur l'Équateur? Parce que il y a d'autres sujets, j'ai envie de discuter, t'en parlais dans ce que tu disais juste avant, on va en parler, notamment sur votre dernier procès, enfin votre action légale sur justement l'éolien en mer avec les Natura 2000, dont tu parlais juste avant. Euh, L'impact que ça a pu avoir en Équateur, justement, de mettre ce droit de la nature au centre du village, on va dire. Quel impact ça a eu en 2008, si je me trompe pas, Oui, depuis bah, 2008. si je reprends l'exemple, par exemple, de la planification, ça Mm. a eu un impact très intéressant dans une affaire qui s'appelle Los Cedros. En fait, c'est le nom d'un parc forestier, une forêt humide de moyenne altitude, une forêt extraordinaire dans laquelle vivent des grenouilles fantastiques, des singes à lunettes, des ours à lunettes, des singes à telles, enfin vraiment un sanctuaire extraordinaire de biodiversité. Et dans ce sanctuaire, eh bien, l'État avait délivré 2 concessions minières qui couvraient à peu près 80% du parc. Sans vous faire une photo, en fait, une mine à ciel ouvert sur 80% de surface forestière, ça veut dire plus de mine à ciel, plus de forêt et un énorme trou dans lequel œuvrent les tractopelles et les autres machines qui viennent racler la terre. Et donc, les collectivités locales, les élus, les citoyens, les habitants, mais aussi les scientifiques qui faisaient de la recherche activement dans ce parc se sont mobilisés, ont saisi la justice et la Cour constitutionnelle d'Équateur a annulé tout bonnement les permis miniers qui avaient été délivrés sur cet espace-là, en considérant tout simplement que ces activités minières, elles étaient incompatibles avec la protection des droits fondamentaux de la forêt. Et que le juge a imposé en fait à l'État d'organiser
eh bien, un grand débat de planification pour forcer en fait l'État à écrire localement un nouveau document de planification qui conçoit désormais les activités, mais à l'intérieur du respect des droits fondamentaux de la nature. Et donc, justement, ces scientifiques ont pu travailler, faire des propositions, collaborer en fait avec les citoyens pour définir quelles sont les activités qui sont compatibles avec les droits de la forêt et comment ces citoyens se projettent dans les années à venir pour justement cohabiter harmonieusement avec leur milieu naturel. Et donc, c'est à ça, en fait, que poussent les droits de la nature, c'est-à-dire vraiment mettre un terme aux activités toxiques pour nos territoires et faire en sorte de faire de la place aussi pour que les citoyens, les scientifiques, les collectivités locales puissent se mettre autour de la table et écrire leur futur souhaitable. Si je reprends un peu ce que vous faites chez One Legal, vous avez du coup des procès que vous faites travailler par par des juristes en herbe, on va dire, en formation, des étudiants, des professeurs et autres sur une seule et même année. Et là, récemment, vous venez du coup de terminer, et une nouvelle, également un nouveau procès qui arrive sur la prochaine année. Mais vous venez de terminer en tout cas le procès, un de ces procès, disons, blancs, notamment sur l'éolien en mer, que vous faites avec notamment Sea Shepherd, avec Lamia Essemlali que j'avais interviewé il y a quelques temps maintenant. Je vous remettrai le lien en description. Euh, Concrètement, qu'est-ce que vous voulez aller chercher dans cette action sur l'éolien en mer plus concrètement? Et en quoi le droit de la nature et en quoi l'action que vous voulez avoir peut permettre de justement faire jurisprudence sur les autres types de projets euh, comme, euh, comme celui-ci. Alors, en fait, le sujet de l'éolien, c'est très intéressant parce que justement, ça illustre les besoins de planifier correctement, notamment la transition énergétique. Ce qui nous intéresse, on n'est pas contre l'éolien en mer, hein, je le dis tout de suite, Mm. mais l'alerte des scientifiques qui est donnée aujourd'hui, c'est de dire attention, on pense faire quelque chose de bien, mais en fait, ça a des répercussions énormes sur ce milieu naturel. Donc, sous couvert de encourager une transition énergétique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en fait, on détruit la biodiversité. Et nous, notre questionnement, notre recherche, c'était de dire comment est-ce qu'on peut planifier justement une cohabitation entre éoliennes et animaux marins, que ce soit les oiseaux, que ce soit les mammifères marins et toutes les autres entités naturelles qui ont désespérément besoin de ce milieu pour exister et qui ne peuvent pas être pensées en dehors de ce milieu. Et donc du coup, tout le procès simulé tournait justement autour de, alors ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. C'est cette fameuse séquence qui dit que il faut en priorité éviter les impacts sur l'environnement. Si on ne peut pas, les réduire au maximum. Et lorsqu'il reste en fait quelque chose évidemment de cette réduction au maximum, eh bien compenser. Le problème, c'est qu'on l'applique quasiment pas. Cette séquence éviter, réduire, compenser, en tout cas très mal. Et que malheureusement, on en revient toujours au nœud du problème, pour des raisons court-termistes et en raison de cette relation utilitariste à la nature, on compense peu, on se prend un peu pour Dieu en fait, à vouloir recréer des écosystèmes, à vouloir maîtriser des choses dont en fait on ignore absolument tout, et on applique peu en fait les mesures de réduction et d'évitement en priorisant des processus de compensation qui sont parfois même à la limite du ridicule. On a pris l'exemple de l'éolien en mer en Bretagne parce que par exemple le projet de Saint-Brieuc, le projet de parc éolien de Saint-Brieuc, s'est vraiment illustré dans, on pourrait dire d'une certaine manière, une approche complètement loufoque de la séquence éviter, réduire, compenser, parce que il est placé dans une zone de très forte sensibilité écologique avec des nidifications d'oiseaux, une zone de transhumance, etc. Donc un impact extrêmement lourd sur la faune locale. Et les mesures de compensation qui étaient proposées, ce sont en gros des flyers distribués aux touristes et aux habitants pour expliquer quelle est la biodiversité locale. C'est un peu limite. C'est un peu limite dans le sens où en fait il n'y a aucune raison que ces flyers viennent compenser la destruction des oiseaux qui passent à travers les pales des éoliennes et qui sont qui sont tués sur le coup. Des oiseaux, des chauves-souris qui sont en fait vraiment les premières, je dirais, concernées, les premières victimes aussi de l'implantation de ces usines éoliennes.
Et donc on est reparti de là, on n'est pas parti en croisade, on part de là pour en fait soulever des questions. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a autant de failles dans le droit de l'environnement actuel? Comment on pourrait repenser ces failles? Est-ce que si la nature a le droit d'être compensée, c'est pas qu'elle a un droit à la santé et à l'intégrité en premier lieu? On en revient toujours un peu à notre sujet. Est-ce qu'on pourrait pas se décentrer justement pour dire finalement s'il y a l'obligation humaine de compenser, et d'éviter les impacts sur la nature, c'est bien que la nature a foncièrement le droit d'être respectée dans son intégrité, dans sa santé, dans son bon fonctionnement. Et donc on a questionné ces aspects-là sous l'angle justement des droits de la nature et du droit existant, du droit de l'environnement. Puis nos étudiants ont fait un travail remarquable et ce travail, on y a donné une suite. D'ailleurs, une de nos finalistes du programme Wide Legal est restée en stage chez nous ensuite et c'est elle qui a participé à l'écriture du recours que nous avons donc déposé devant le ministère de la Transition écologique dans le cadre de l'ouverture du débat public sur l'avenir de la mer. Et donc nous souhaitons qu'en fait ces réflexions, elles permettent d'alimenter à la fois le débat public, mais aussi les juges, parce qu'on pense que la France aujourd'hui est bien malheureusement responsable de carences graves vis-à-vis de la protection de la biodiversité marine, et que là, il s'agit de redresser la barre, comme on dit chez les marins, et de faire en fait de la place pour cette coexistence entre les activités humaines et les besoins fondamentaux de la nature qui sont trop peu représentés dans la planification de nos territoires aujourd'hui. Tout à l'heure, tu parlais donc il y a quelques minutes déjà maintenant, de propriété. Quand tu parlais du, du procès qu'il y a pu avoir du coup dans les années 70 aux États-Unis avec les séquoias, et tu disais, vous n'êtes pas propriétaire de cette forêt, vous n'êtes pas propriétaire de ces séquoias. Du coup, ben, ça n'a aucun sens que vous la protégiez, aucun sens enfin, on peut faire ce qu'on veut, disons, avec cette forêt. Est-ce que le sujet, parce que je lisais aussi pas mal d'articles là-dessus, est-ce que une des problématiques, c'est pas également du coup cette propriété, la propriété privée notamment, de d'être uniquement focalisé là-dessus? Est-ce que c'est également le cas en France sur ce sujet-là? Bah alors, dans l'espace, je dirais maritime, ce qui est intéressant, c'est que on est en théorie dans un espace qui est public, qui appartient finalement aussi bien à l'État qu'à nous tous. Ce qu'on voit malheureusement, c'est que l'État, qui est censé être garant justement de ces espaces et de leur intégrité, eh bien, prend, on peut le dire quand même, parfois des mauvaises décisions. Et que donc il nous revient finalement de saisir la justice en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'association constituée et dont l'unique mission est de protéger la nature, eh bien, de saisir les administrations compétentes, de saisir les juridictions lorsqu'il il faut faire ce pas-là. Et donc, nous, on prend ce rôle aussi d'être, d'une certaine manière, les porte-paroles, les gardiens, les défenseurs. Euh, alors, Sea Shepherd, eux, c'est vraiment dans leur ADN aussi. Ils vont au contact, ils vont sur l'eau. Euh, et puis, ils sont ces garants, ces gardiens de l'intégrité de la mer. Et donc, c'est très important aujourd'hui que on n'hésite pas, en fait, justement, à participer à ce processus de justice pour faire entendre, justement, les besoins propres et les intérêts de la nature. Donc là, on parlait du coup de la partie État. Je voulais aussi parler rapidement disons, des actions de justice qui peuvent exister avec les entreprises. Vous en faites aussi, hein, notamment avec Total Energy. Euh, Quelle différence il y a enfin, bon, c'est très global comme question, mais c'est juste pour comprendre un peu les spécificités, entre poser un recours auprès d'un État, attaquer entre guillemets un État, et s'en prendre à une entreprise plus concrètement. Quelle spécificité vous allez avoir sur ces deux types de recours juridiques? En fait, quand on agit contre un État, on soulève en fait des manquements. On soulève des problèmes qu'on demande à l'État bien de résoudre, d'agir, de renforcer les mesures en matière de protection de la nature, etc. Donc on est dans une démarche de pointer les failles et de demander des actions concrètes. Quand on est face à une entreprise, on agit alors par exemple contre Total, on agit nous en responsabilité, c'est-à-dire qu'on va pointer la faute et on va demander la punition, la sanction de cette entreprise pour ses manquements.
et une forme de restauration, du coup, de justice pour la nature dont les intérêts ont été bafoués, dont peut-être les droits, c'est-à-dire l'intégrité, a été violée. Et donc, on n'est pas dans la même logique, effectivement. On est dans une forme de justice différente. Et nous, on pense que c'est très important d'agir aussi contre les entreprises au pénal, parce qu'il y a aujourd'hui des comportements qui sont tout bonnement criminels vis-à-vis de la nature, qu'il faut aussi les nommer. On utilise des procédures qui sont innovantes. Par exemple, dans l'affaire Total, on a été les premiers à agir au pénal pour greenwashing, c'est-à-dire pratique commerciale trompeuse. Ça n'avait jamais été utilisé dans un recours climatique, je dirais, parce qu'il n'y avait jamais eu de recours contre une entreprise qui fait du greenwashing climatique comme le fait Total. Et on a agi au pénal là-dessus, donc on demande une sanction de la société vis-à-vis justement de cette entreprise qui manipule l'opinion en fait et qui se fait passer pour la solution alors qu'elle est précisément le problème. Alors on s'acharne pas non plus que sur Total, mais c'est vrai qu'il faut dire qu'ils sont bons clients sur les recours. On a agi contre eux également pour mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'aujourd'hui, Total fait délibérément le choix de nous mettre tous en danger. Et ça, c'était une première aussi. On n'a jamais eu d'autres utilisations en fait de cet article du Code pénal qui prévoit la mise en danger de la vie d'autrui contre une entreprise pour des pratiques environnementales destructrices, alors comme le cas de Total. Et donc, on essaye en soi de multiplier les recours pour montrer que le juge aussi a sa part de possibilités d'action, puisque en fait le juge ne peut pas s'autosaisir. Vous savez, dans la justice, eh bien, ce sont nous, les citoyens, qui devons être proactifs, qui devons aller vers le juge, parce que lui ne peut pas faire ce travail-là. Et donc, en fournissant des éléments au juge, en travaillant du coup avec les services d'instruction, on a discuté avec des enquêteurs et c'était très intéressant. Pour nous, on découvre complètement en fait ce que vous nous dites. C'est-à-dire, on n'a jamais travaillé sur des dossiers comme ça, on n'a jamais travaillé sous cet angle. On découvre, pour certains, très sincèrement, ils découvraient la question climatique. Euh, et c'est ça qui est très riche, c'est que du coup, en essayant d'innover et de créer de nouvelles stratégies juridiques, eh bien, on ouvre aussi tout un champ des possibles dans le milieu de la justice pour faire évoluer la protection de la nature. Avant de passer aux questions de fin, je voulais brièvement parler de la thématique de l'écocide, parce qu'on bien entendu, ça reste lié à notre thématique d'aujourd'hui. Déjà, pour rappeler ce qu'est un écocide, donc c'est la destruction et l'endommagement irrémédiable d'un écosystème par un facteur anthropique, donc à savoir par l'homme. Euh, Récemment, au moment où on enregistre, donc fin novembre, l'Union européenne a officiellement reconnu le crime d'écocide dans son droit pénal. Qu'est-ce que pour toi ça va changer? Est-ce que c'est applicable du coup aux écocides du coup en France aussi? Et plus concrètement, euh, à quel point c'est un game changer en fait ce sujet-là? Bon, allons droit au but. Alors, déjà, il faut préciser certaines choses parce que, Mm, effectivement, dans la presse, ça a été annoncé peut-être un peu comme ça. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec les termes. En fait, donc, ce qui s'est passé plus globalement. Donc, je reprends un peu sur l'histoire de l'écocide parce que je pense que les gens ont ouais, besoin de comprendre t'as d'où raison, ça t'as raison. vient et à quoi ça sert. L'écocide, c'est un concept, un mot, un terme qui a été inventé suite aux exactions commises par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam. La- le fait qu'on ait aspergé le Vietnam, notamment, de agent orange, donc un pesticide destiné à brûler en fait la forêt pour débusquer les opposants du régime au Vietnam. Et c'était une destruction tellement massive qu'un biologiste a inventé ce terme d'écocide, c'est-à-dire détruire la maison. La maison, notre seule maison, la planète Terre en fait. Et donc l'idée était de faire un parallèle évidemment avec le crime de génocide, c'est-à-dire l'atteinte les atteintes les plus graves vis-à-vis des droits fondamentaux humains, et de faire rentrer en fait ce terme d'écocide et donc les sanctions appliquées à ces comportements euh,
notamment devant les instances internationales. Et il y a un groupe de travail de juristes qui travaillent depuis des années à définir l'écocide et à le faire rentrer dans le statut de Rome, c'est-à-dire dans le statut qui définit les compétences de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale qui est notamment compétente pour juger des atteintes justement de génocide, de droits humains et d'autres joyeusetés de ce genre. Et donc, ce travail à l'international, mené notamment par la Stop Ecocide Foundation et en France par la juriste et essayiste Valérie Cabane, c'est un travail que nous avons continué à mener avec l'association Wild Legal en essayant de le transposer à l'échelle française. Valérie Cabane a fait partie des membres fondateurs de Wild Legal et son travail nous inspire tous les jours en fait parce qu'elle a réussi à démocratiser aussi ces enjeux, ces notions, etc. En France, nous avons travaillé avec notamment au moment de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait fait justement de la reconnaissance du crime d'écocide un de ces mesures phares. Et ça a abouti en 2021 à l'adoption non pas d'un crime comme on l'avait espéré, mais d'un délit d'écocide, puisqu'il faut savoir qu'en droit français, on a plusieurs échelles en fait d'infraction. Le crime étant les atteintes les plus graves, comme les actes de terrorisme, mais aussi les homicides, etc. Et les délits allant de pollution variée à le fait qu'on vous arrache votre sac à main dans la rue. Et en fait, ces échelles en fait d'infraction définissent ensuite des peines de prison et des plafonds en termes d'amende. Et donc, nous, évidemment, nous voulions que l'écocide soit au sommet de la pyramide des infractions, soit reconnu comme un crime contre la nature, mais aussi contre les intérêts fondamentaux de notre nation, puisqu'ils mettent en danger, ces crimes, eh bien, l'habitabilité, les conditions d'habitabilité de notre territoire. C'est-à-dire, on avait pris l'exemple notamment des pollutions industrielles lourdes, comme celui d'Alteo Gardanne dans les calanques de Marseille, puisque cette pollution a causé la destruction du milieu marin et donc l'impossibilité pour les pêcheurs de continuer à exploiter cette zone. On prenait l'exemple notamment du chlordécone dans les Antilles, un pesticide qui a été massivement utilisé dans les plantations et qui aujourd'hui encore continue à générer des taux de cancer impressionnamment élevés sur ces territoires. Moi, évidemment, mon chouchou, les industries minières en Amazonie française, typiquement un cas d'écocide parce qu'ils détruisent et mettent à mal le milieu dans une telle proportion qu'ils le rendent inhabitable pour les espèces non humaines, mais aussi pour l'espèce humaine en cas de scandale sanitaire et écologique. Et donc on avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Malheureusement, le gouvernement français a considérablement amoindri notre proposition. Suite à ça, d'autres États en Europe, par exemple comme la Belgique, ont commencé à travailler sur ces sujets. Et je pense que finalement, les débats que nous avons eus ont permis aussi de faire avancer la cause. Et au niveau européen, effectivement, il y a des discussions qui ont lieu depuis de nombreuses années et qui poussent pour une révision en fait de ce qu'on appelle la directive sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Et donc, c'est en fait des dispositions en matière de droit pénal pour sanctionner les atteintes commises contre la nature. Et donc, dans ce cadre-là, il y a effectivement une recherche d'accord. Alors, il faut savoir que malheureusement, le rapport de force, il est assez inégalitaire. Il y a vraiment beaucoup d'États qui aujourd'hui refusent même d'entendre parler du mot écocide. Il y a en revanche, heureusement, des États qui poussent pour la reconnaissance et puis des partis aussi, plus que d'autres, évidemment, heureusement. Et donc, il y a eu je dirais, alors, si j'ai bien compris, un accord provisoire sur le texte de la future directive qui viendrait donc inclure la question de l'écocide pour définir en fait une atteinte à l'environnement grave, étendue et durable. Et en fait, ils ont trouvé une petite pirouette, effectivement, pour dire ces atteintes graves, étendues et durables peuvent être considérées comme un écocide. Et dans ce cas-là, doivent être condamnées, etc. Donc malheureusement, on n'en est encore pas à un texte qui définit entièrement l'écocide, mais une première étape qui est vraiment fondatrice pour ce mouvement. Et puis, avec Wild Legal, on essaye aussi de faire notre part au niveau européen. On a été, suite à notre travail justement en France, mandaté pour être association observatrice
auprès du Conseil de l'Europe, qui travaille aussi à une convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal. Il faut savoir que le Conseil de l'Europe, en fait, c'est une institution qui est plus large que le Parlement européen, qui comprend plus d'États que l'Union européenne, dans lequel, par exemple, siège la Turquie, et d'autres États. Et donc notre ambition, c'est de faire en sorte que l'écocide soit également reconnu dans ce texte, pour faire en sorte que de plus en plus d'États qui rejoignent en fait cette position sur la reconnaissance du crime d'écocide. Je peux vous dire que c'est pas facile, il y a beaucoup de réticences. En fait, encore une fois, ça vient du fait que nos sociétés, elles ont largement banalisé en fait la destruction du vivant, et que quand on parle de détruire de la nature comme un crime, eh bien il y a beaucoup de personnes à qui ça fait froncer les sourcils, et qui s'inquiètent de savoir s'ils vont pas être attaqués si jamais ils venaient à reconnaître justement l'écocide dans leur législation. Donc évidemment, ça éveille pas juste des soupçons, mais aussi des craintes de la part des grands pollueurs, et donc tout un lobby assez puissant pour essayer de dézinguer ces progrès juridiques pourtant absolument essentiels. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre et il faut continuer à partager ce qu'on peut dire aujourd'hui et ce que tu peux nous partager aujourd'hui, surtout sur toute cette thématique-là, pour justement comprendre l'efficacité du droit de la nature plus concrètement et ce que ça pourrait nous permettre de faire en termes de protection de l'environnement, mais en protection aussi de l'homme plus, plus globalement. Je voulais terminer par les questions de fin, Marine. Déjà te remercier pour ton temps et pour tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. En commençant d'abord par un contenu. Est-ce que tu as un contenu à nous partager? Alors, il faut absolument lire Les arbres doivent-ils pouvoir plaider de Christopher Stone. C'est très, très important pour comprendre en fait toutes les origines, à la fois politiques, philosophiques et historiques, autour de la question des droits de la nature. Et c'est absolument accessible à tout le monde. Et c'est vraiment, ça crée un déclic très important pour reconsidérer justement ce rapport au vivant. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens? Bah, forcément, rejoindre une association de protection de l'environnement. Pas forcément Wild Legal, mais évidemment, si vous le souhaitez, j'en serais absolument ravie. Mais en fait, par cette démarche collective, il s'agit de sortir d'une forme d'immobilisme, d'individualisme, en fait, et se réattacher aux autres, réapprendre à faire corps social, réapprendre à faire plus que soi, et se mettre en vraiment à disposition des autres aussi, et notamment des non-humains, pour devenir gardiens et gardiennes de la nature. Et donc que ce soit participer à la science participative, que ce soit agir en justice, que ce soit organiser des ateliers, sensibiliser les plus jeunes, etc. Tout est nécessaire, en fait. Il y a pas, il y a du travail pour tout le monde, en fait. Très bien. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée à nous recommander dans le podcast? Oui, moi j'aime beaucoup Jessica Serra, qui est éthologue, qui a écrit un livre absolument fantastique qui s'appelle La bête en nous, qui revient en fait sur des traits comportementaux qu'on pense parfaitement humains, comme justement l'empathie, l'humour, des choses qu'on pense en fait trouver que chez notre espèce. Et elle démontre avec un brio extraordinaire pourquoi en fait on le trouve d'une part chez énormément d'espèces, et quel est le soubassement en fait, qu'est-ce qui explique que nous avons ces traits. Et pourquoi ils ne sont pas humains, mais au contraire partagés par énormément d'autres espèces. Et c'est vraiment bouleversant, parce que on redécouvre une nouvelle facette en fait de son animalité, qui nous rend, je dirais, enfin qui nous fait sentir en fait proche des autres entités non humaines, des autres espèces naturelles et animales. Et en plus parce qu'elle explique à quel point aussi notre relation du coup aux animaux a été vraiment une déconstruction très progressive et très politique. Son analyse est son analyse historique en fait de notre éloignement vis-à-vis des animaux, c'est vraiment une manière de comprendre à quel point justement il est urgent de repolitiser la question aussi de notre relation à la nature, parce que derrière tout ça, derrière cette destruction de notre empathie vis-à-vis du vivant, il y a vraiment une volonté de nous éloigner de ce que nous sommes en tant que corps social, en tant qu'individu et en tant que solution
pour le groupe. Et donc ça, je trouve ça vraiment fascinant, là, une analyse qui repose sur des dizaines et des dizaines d'expériences, toutes plus fascinantes que les autres. Et donc vraiment à lire absolument et à inviter pour votre prochain podcast parce que je pense que elle est fantastique. Parfait, bah, merci beaucoup. Merci, je la contacterai avec grand plaisir et je mettrai également le lien de son livre en attendant l'épisode avec elle. Marine, si on souhaite, te contacter, si on souhaite, te suivre plus globalement et aussi, rejoindre l'association ou suivre l'association, pouvoir faire des actions sur l'association, comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on nous écrit à l'adresse contact@wildlegal.eu et on a Mélissa qui s'occupe des nouveaux bénévoles et qui vous parlera de l'association en large et en travers et qui vous fera vraiment, voilà, j'espère découvrir un peu plus comment vous pouvez vous impliquer. Trop bien, parfait. Ben, je mettrai le lien, bien entendu. N'hésitez pas à contacter Mélissa du coup directement et Well Legal plus globalement. Merci une nouvelle fois, Marine, pour ton temps. Merci pour De tout ce que rien, tu nous as avec partagé. Et plaisir. maintenant, on comprend un peu plus le sujet de droit de la nature et les tenants, les aboutissants et pourquoi c'est important d'y arriver plus concrètement. Merci beaucoup. Merci à vous et très bonne journée.